Il est 19 heures. Merci encore une fois de votre fidélité. Voici les titres de votre journal. Une réunion pour apporter à nouveau la sérénité dans la commune, c'est l'objet de la discussion ce mercredi à Bandélé, où élus municipaux, représentants du vice-rectorat et la gendarmerie de Mzouazia ont cherché à endiguer les violences perpétrées en milieu scolaire depuis un certain temps par des bandes rivales. Il sera également question d'environnement. Nous irons à Chirongui où la municipalité part en guerre contre notamment les carcasses de voitures. Et puis notre page élection pour la présidente de la Chambre d'agriculture, de la forêt et de l'aquaculture de Mayotte dans quelques jours. Ce soir, nous parlerons de la liste des paysans d'ici, son représentant est sur ce plateau, Siaka Daouirou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un climat social tendu en milieu scolaire que nous ouvrons cette édition. Direction Bandélé, où la violence est au cœur d'une réunion cet après-midi à la cité scolaire de la ville. Était présent à ce rendez-vous le vice-rectorat, la municipalité et la gendarmerie de Mzouazia. Objectif, endiguer ce phénomène entre jeunes. Malgré quelques bagarres sur place, on constate une diminution de la violence sur le site. Le reportage de Génala Toumani et Gérard Dembri. En septembre 2017, sur ce parking, un adolescent de 17 ans a été poignardé par d'autres jeunes, un acte qui a failli lui coûter la vie. Aujourd'hui, dans et aux abords de la cité scolaire de Bandélé, nous sommes bien loin de cette violence extraordinaire, rapportent élèves, encadrants et équipes pédagogiques. On a eu des agressions avec armes, avec couteaux, avec des blessures, avec hache, barre de fer. C'est un phénomène qui n'est plus depuis cette année, heureusement, mais beaucoup de bagarres à l'intérieur du collège. Donc souvent des bagarres qui surviennent lors de la pause méridienne. Et des élèves, souvent, ce sont des affrontements intervillages qui se règlent au sein même de l'établissement. C'est un problème qui est sensible, qui nous peine et on fait tout pour essayer de résorber. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on a demandé à travailler avec la mairie de Bandélé, déjà parce que la police municipale est très engagée, elle habite déjà dans les villages, elle connaît ses élèves, elle sert énormément de médiateur pour calmer le jeu, mais on pense qu'il faut aller au-delà. Autrement dit, continuer à sensibiliser les jeunes, mais aussi leurs parents sur les comportements déviants et leurs conséquences. D'où la présence de la brigade de gendarmerie de Mzouazia sur place cet après-midi. Sensibilisation, surtout quand la violence est mêlée aux problèmes d'addiction. Il arrive qu'on ait des élèves qui arrivent dans l'établissement. Moi, je ne suis pas médecin, mais qui nous disent être sous l'emprise, qui nous disent avoir pris quelque chose. Puis il y a eu des évacuations suite à cela. Après, moi, avec les collègues CPE, on a mis en place des actions de prévention des addictions. Donc, on mène un atelier de groupe des élèves volontaires qui sont là, avec qui on échange sur leur consommation. Quels autres dispositifs mis en place par la mairie pour lutter contre la violence chez les jeunes ? Il y a une réunion de sécurité prévue tous les premiers jeudis du mois où il y a la brigade de Mzouazia, la brigade de prévention juvénile, mais aussi il y a le maire et les cadis. Donc tout ça fait qu'on travaille en amont pour qu'on puisse trouver une solution pour lutter contre ces conflits intervillageois. Gageons que toutes ces actions ne soient pas vaines. Une chose est sûre, sur ce site où se concentrent un collège et 2 lycées dont un professionnel, la violence telle qu'elle a été connue jusqu'ici n'est plus. Non loin de Bandélé, Chirongui, la commune voisine. Ici, c'est une autre préoccupation des autorités municipales, la lutte contre la dégradation de l'environnement. Les élus s'attaquent plus particulièrement aux carcasses de voitures considérées comme un véritable poison écologique dans la commune. Plus de précisions, Hachim Seydachim et Youssouf Ahmed Matoir.
L'opération d'enlèvement de véhicules hors d'usage a démarré en juillet dernier. La démarche semble efficace. Elle est aussi bénéfique pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les épaves de véhicules ont disparu du domaine public, excepté sur quelques terrains privés. Et pour éviter ce genre de scène, terrain de jeu favori des enfants, la surveillance va s'accentuer. Elle se poursuivra par le lancement des procédures d'enlèvement de véhicules épaves. Toutes les procédures qui vont être mises en place derrière, comme les textes en vigueur le prévoient, et justement pour éviter à l'avenir de nouvelles carcasses ou véhicules hors d'usage sur notre territoire communal. Quelle procédure ? Alors, en procédure, déjà, c'est un premier travail de terrain, de présence sur le terrain, avec le recensement justement de tous ces véhicules, identifiables ou non identifiables. Après, ce sont des procédures aussi de mise en demeure des propriétaires. À Chirongui, sur la centaine de véhicules répertoriés et enlevés, la moitié n'a pas été identifiée. On essaye de rechercher s'il n'y a pas d'immatriculation, un numéro de série. S'il n'y a vraiment rien du tout, les véhicules sont quand même enlevés et restent à la charge du demandeur, soit de la municipalité, soit de la communauté de communes du Sud. Chaque épave coûterait au propriétaire entre 250 et 500 € à chaque enlèvement en fonction de son gabarit. 500 véhicules ont été collectés sur l'ensemble de la communauté de communes du Sud. La moitié des épaves n'a pu être identifiée. Parlons maintenant de cette lettre adressée au président de la République, Emmanuel Macron, par l'Association des chambres de commerce et d'industrie outre-mer, l'Axiom. Celle-ci s'inquiète sérieusement de l'avenir des CCI ultramarines suite à un sous-amendement voté en décembre dernier par le gouvernement. Mayotte fait partie des départements moins impactés par cette disposition, d'où l'inquiétude de la présidente de l'Axiom. Elle attend ainsi une réponse favorable et rapide de l'Élysée. Anliat Bonessa et Youssouf Ahmed Matar. Parce que ce sous-amendement, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation préalable, d'aucune concertation, met les CCI Outre-mer dans une situation financière inextricable. Il prévoit une baisse des ressources consulaires de 14,39% à Mayotte, 19,58% en Guadeloupe, 21,87% en Martinique et 40,88% en Guyane. Déjà, ces CCI avaient pu négocier pour minimiser cette baisse. Selon la présidente, les CCI ultramarines avaient réussi à obtenir un seuil minimum d'activité qui leur permettait de pouvoir garder des ressources minimales pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et donc cet amendement qui a été voté au mois de décembre a fait sauter ce dispositif de seuil minimum d'activité consulaire et a mis en place une répartition de la taxe en fonction du poids de la pesée économique. C'est un dispositif maintenant qui nous défavorise complètement au niveau des Outre-mer. Cette baisse de ressources fiscales décriée entraîne la dégradation des services que les CCI apportent. Nous sommes des CCI qui représentons des économies très particulières, donc qui sont constituées de nombreuses TPE qui sont vraiment en demande de services de nos CCI. Et donc la baisse de nos ressources nous obligera à restructurer en minimisant certains services, en reformatant certains services et en proposant forcément de la facturation pour certains services, ce qui forcément ne marchera pas auprès de nos chefs d'entreprise ultramarins. Les négociations sont toujours en cours, rassure la présidente Nadine Afidou, qui précise par ailleurs que l'Élysée s'est engagé à trouver une solution pour les CCI ultramarines. En attendant, elle recherche toujours d'autres moyens de financement pour les chambres consulaires. Suite de notre série de reportages sur la campagne pour la présidence de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce soir, nous vous proposons la liste Les paysans d'ici. Dans leur programme, 3 priorités, l'accès à l'eau et à l'électricité, le foncier et une haute suffisance alimentaire de notre département. Lénissa Dachim et Farousséni.
Dans ce secteur, il est difficile pour les agriculteurs d'accéder à leurs exploitations. Si le sentier principal est en cours d'aménagement, beaucoup de travail reste à faire, notamment l'installation du réseau électrique. Ça fait longtemps que tous les agriculteurs du secteur se battent pour obtenir de l'électricité et développer notre activité. Les poteaux que vous voyez viennent d'être implantés, mais on restera vigilant tant que le réseau n'arrive pas jusqu'ici. Pour les membres de la mouvance paysan d'ici, l'un des freins au développement de leur activité, c'est le manque d'eau. Certains font des kilomètres à pied pour acheminer le précieux liquide jusqu'à leur parcelle. Autrement, ils doivent compter sur la générosité de la pluie, comme aujourd'hui. On charge de l'eau dans une brouette depuis chez moi au village. Ensuite, nous faisons le trajet à pied jusqu'ici pour nourrir mes volailles, par exemple. Sur place, j'ai des congélateurs usagés qui me servent à stocker de l'eau lorsqu'il pleut. C'est le seul moyen pour travailler ici. Et ceux qui sont face à des problèmes fonciers voient leur avenir compromis, à l'image de Saïdou, obligé de cohabiter avec les villageois, faute d'espace pour ses bêtes. Le jour où les propriétaires nous demanderont de partir, on n'aura pas le choix et on ne saura pas où aller, sauf s'ils nous cèdent le terrain. Ça, c'est autre chose. Mais j'aimerais vraiment déjà pouvoir avoir de l'eau, de l'électricité pour nourrir mes bêtes. Mais on me dit que je ne suis pas chez moi ici. Pour toutes ces raisons, ces éleveurs et agriculteurs ont fait le choix de soutenir Siaka Dawiru aux prochaines élections de la CAPAM, l'un des initiateurs du projet poulet Made in Mayotte vendu aujourd'hui en grande surface. Pour ces professionnels, c'est une preuve de ses compétences. J'ai remarqué que Siaka Dawiru n'est pas encore élu et il a pu faire aboutir de grands projets. D'abord les siens, avec son élevage, et il aide aussi les autres. C'est pour cela que j'ai confiance en ses compétences et je souhaite qu'il soit élu pour nous accompagner. Pour le groupe paysan d'ici, ces élections de la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture doivent permettre de relancer le développement du secteur afin d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire, une priorité pour la population mahoraise. Siaka Dawiru, tête de liste, les paysans d'ici. Bonsoir, messieurs, et merci d'être venus sur ce plateau. Première question, vos priorités. Avant de parler de nos priorités, j'aimerais bien d'abord adresser mon salutation à mes chers collègues paysans, le pêcheurs et aquaculteurs. Effectivement, le vote par correspondance, ce n'est pas notre habitude ici à Mayotte. Donc, je demande à tous les électeurs et les électrices de bien veiller à ce qu'il n'y ait pas une autre personne qui vote à leur place. C'est-à-dire, des moments s'ils n'ont pas eu leur bulletin, il vaut mieux rendre directement à la préfecture. Effectivement, on sait très bien que la Chambre de l'agriculture, il est sous tutelle depuis 2016. Notre première priorité pour que la Chambre revienne aux paysans avant tout. Après le passage que la Chambre revient aux paysans, il faut que nous réorganisions cette Chambre, parce que cette Chambre, il manque de réorganisation. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de réorganisation, des techniciens, même aux élus. Après, à partir de là, il faut renouer les dialogues avec le grand bailleur de fonds, qui était abandonné, effectivement, pour le mandat précédent. Et à partir de là, nous, on envisage un programme base vitale, c'est-à-dire l'eau, voirie agricole et l'électricité. Pourquoi? Pour que le paysan puisse effectivement travailler en sécurité, en premier temps, et dégager un revenu. Parce qu'on ne peut pas travailler sans un revenu derrière. Vous voyez, M. Darwesh. Est-ce que vous avez établi un réel projet sur ce que vous cherchez à obtenir en priorité sur les voiries, sur l'électrification rurale et tout? Oui, bien sûr, on a établi un réel projet parce qu'il faut savoir que la Chambre de l'agriculture, il est là pour accompagner le structure agricole en premier temps, accompagner, le mot accompagnement, il faut bien le comprendre, accompagner en même temps le paysan qui voulait arriver à leur projet et accompagner évidemment tout ce qui est administratif. Donc, des moments où on sait très bien, il y a un plan, ce que nous on appelle le FEADER. Au niveau des FEADER, il y a une mesure qui est destinée à voirie et à l'eau. Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien qu'au niveau de voirie agricole, il y a
9,1 millions d'euros qui doit être consommé pour effectivement relier tout ce qui est voirie agricole. Donc c'est le rôle de la Chambre d'accompagner cette mesure pour que le paysan puisse bénéficier. Alors, et en même temps, Darwesh, si vous me permettez, et l'eau encore, sur la ligne toujours des FIADER, il y a 1 million d'euros qui est là destiné à irriguer l'eau agricole. Donc, effectivement, notre rôle, j'ai bien dit notre rôle, c'est de bien veiller à ce que cette ligne-là va être consommée pour les agriculteurs. Alors, dans votre programme, vous parlez d'autosuffisance alimentaire. Et quand on sait que la plupart des cas, Mayotte vit de l'importation, notamment en matière de denrées alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, parce que l'autosuffisance alimentaire, c'est un mot technique pour moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le produit qui manque à Mayotte, mais je reviens toujours aux bases vitales. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'un agriculteur qui n'a pas le chemin pour aller des zones d'exploitation pour amener ses produits, c'est ça qui nous manque. Il y a certains qui regardent le produit pourrir parce que tout simplement, il n'y a pas l'accès en voiture. On ne peut pas, à certain âge peut-être, on pourra peut-être avec le force d'amener le produit jusqu'aux grandes surfaces, mais à certain âge, on ne pourra plus. Donc, c'est ça ce qui nous manque. C'est-à-dire, il n'y a pas ce que nous, on appelle l'identification des produits. Quel produit que nous, on arrive à produire, quel produit que nous, on n'arrive pas à produire. Après, et certes, on est dans un système d'importation. Ben après, on peut rien faire avec ça parce que c'est l'évolution des choses. En tout cas, Siaka Daourou, merci d'être venu sur ce plateau, nous exposer donc vos projets, vos programmes et vos perspectives pour espérer diriger dans quelques semaines la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte. Merci. Je rappelle que vous représentez les paysans d'ici. Autre élément, la garde des Sceaux l'a annoncé hier lors d'un déplacement à Chartres. L'outre-mer aura une place importante dans le programme de rénovation au parc immobilier de la justice. 25 sites en France sont concernés par ce plan de réhabilitation ou d'agrandissement durant le quinquennat. Le programme sera dévoilé la semaine prochaine. Concernant l'outre-mer, Nicole Belloubet a souligné que Fort-de-France en Martinique, Papette à Tahiti et Mamoudzou, ici à Mayotte, sont concernés par ce grand projet. On écoute la ministre de la Justice au micro de nos confrères de Outre-mer, la première. Il y a Fort-de-France, Papeete, Mamoudzou et d'autres encore sur lesquels nous allons faire un effort tout à fait considérable de rénovation et de réhabilitation. Je publierai dans quelques jours la liste complète des 32 opérations que j'ai mentionnées ici. Il y a un effort particulier à faire sur l'outre-mer, on parle beaucoup de la surpopulation. Oui, il y a un effort particulier parce que, alors déjà, nous avons parfois des reconstructions à faire. Je pense ici à Saint-Martin, nous avons reconstruit une chambre détachée. Et puis, il y a des lieux qui méritent vraiment une prise en compte particulière. Je me suis rendue il n'y a pas très longtemps à Cayenne et j'ai bien vu qu'il fallait là retravailler. Donc c'est ce que nous allons faire. Ce projet de Cayenne va être lancé? Oui, bien sûr, je l'ai lancé. Nous vous l'annoncions hier, il n'y a plus de doute à la présidentielle à Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle a validé hier la victoire d'Andrade avec 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son adversaire Marc Ravalomanan. Le point avec nos confrères, toujours de Outre-mer, la première. Ange Radjoline est donc confirmé à la tête de l'État malgache. Pour la Haute Cour, il n'y a pas eu de fraude lors du décompte des bulletins du deuxième tour de la présidentielle en décembre dernier. C'est ce qu'avait affirmé son rival malheureux Marc Ravalomanan. Ange Radjoline avait obtenu 55,6% des voix contre 44,3% pour son adversaire. La participation avait cependant à peine dépassé 48%. Fin décembre, à l'annonce des résultats, le nouveau président s'était voulu rassembleur. Je remercie tous les Malgaches qui m'ont fait confiance, même ceux qui ont voté pour l'autre candidat. Mon message est qu'il faut être serein. Le peuple malgache n'a plus besoin de désordre. Ravis, les supporters de Radjoline attendent beaucoup de son élection.
J'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'il y aura du travail, beaucoup de travail pour les jeunes. C'est ce qu'il avait promis. On espère qu'il va accomplir tout ce qu'il avait promis pendant la campagne et qu'il respectera ses promesses. Reste à savoir quelle sera la réaction de Marc Ravalomanane, qui avait déjà été chassé de la présidence en 2009, lors d'un putsch organisé justement par le même Ange Radjoline. Je vous rappelle le titre principal de ce journal avant de retrouver la version mahoraise. Une réunion pour apporter à nouveau la sérénité dans la commune, c'est l'objet de la discussion ce mercredi à Bandélé, où élus municipaux, représentants du vice-rectorat et la gendarmerie de Mzouazia ont cherché à endiguer les violences perpétrées, notamment ces derniers temps en milieu scolaire, et des violences perpétrées par des bandes rivales. Merci encore une fois de fidélité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un court instant, la version mahoraise. Passez une agréable soirée en notre compagnie.